Bonjour à tous. Tuto numéro 2. Comment assembler les différents tronçons de fuselage maintenant qu'on a vu comment est-ce que ça se cintre et comment le process pour le coller. Il va falloir en faire le nombre suffisant évidemment pour faire la longueur du fuselage non développé. C'est-à-dire que là on ne parle pas ni de l'avant ni de l'arrière du fuselage, on ne parle que de la partie centrale, donc la partie ronde. Pour ceux qui ont des couples ronds, hein, évidemment. On verra plus tard qu'on pourra également faire des couples ovales ou des couples triangulaires. Dans ce tuto, on va voir également la finition extérieure de la peau du fuselage, parce que je vois que beaucoup se posent la question de savoir mais si c'est marouflé, si ça résiste au choc, etc. Donc je vais vous montrer quel procédé moi j'ai retenu. C'est pas forcément le meilleur, hein. Peut-être que d'autres auront des idées plus astucieuses. Mais la mienne a fait ses preuves et je peux vous dire que les avions qui volent depuis plusieurs années maintenant comme ça, le Depron 9 mm, ça fait 2 ans qu'on l'utilise, ils volent souvent et ils ne sont pas plus abîmés que d'autres avions. Après ça dépend comment on les utilise évidemment. Donc j'ai préparé 3 anneaux, j'ai préparé une masse de 5 kg, vous allez voir qu'on va en avoir besoin, un pistolet à colle évidemment, un cutter qui coupe très bien et 4 petites pièces de jonction interne. Évidemment, on va avoir 2 collages. Et ces 4 pièces-là vont venir à chaque 90 degrés de notre collage pour venir renforcer le collage à l'intérieur. C'est parti. La première étape consiste, comme je vous l'ai dit, à aplanir les surfaces qui vont être jointes ensemble au moyen d'un papier de verre très très plat collé sur une surface de travail, c'est le mieux, de façon à obtenir la surface la plus plate possible. On vient ensuite vérifier l'assemblage. Il ne doit pas y avoir de jour lorsqu'on applique les 2 pièces l'une sur l'autre. Si jamais on aperçoit une sorte de flash comme ça un jour, eh bien on continue à poncer jusqu'à ce qu'on obtienne le plat parfait. Sur ces pièces annulaires, qui sont vraiment symétriques, en général on n'a pas de problème de surface. On va retrouver des problèmes plus importants lorsqu'on va commencer à faire des pièces en cône. Là effectivement les bords seront pas droits par nature, il faudra les aplanir. Mais on y reviendra plus tard. On va maintenant procéder à l'assemblage des tronçons. Il faut déposer un petit filet de colle, pas trop gros parce que sinon on risque de faire fondre la matière, mais quand même relativement conséquent pour que ça colle. Tout de suite après, on place l'anneau dessus en essayant de bien aligner la cicatrice ventrale. On place un poids et on va venir avec les mains caler. On a environ une petite trentaine de secondes pour pouvoir bien caler l'ensemble, de façon à ce qu'il n'y ait pas de déport trop important. Et là on laisse sécher 2 minutes. Voilà. Une fois que c'est sec, on désolidarise. Là on s'aperçoit que on a des tout petits désaffleurements et c'est normal, et je l'ai fait plus ou moins exprès, mais vous voyez, à cet endroit là on a un petit désaffleurement qui doit avoisiner le millimètre. C'est absolument pas grave, on va corriger tout ça tout à l'heure, mais pour l'instant on va solidariser, on va finir la solidarisation de notre tronçon. Donc je vais prendre mes cales, je fais un petit filet de colle comme ça. La première va venir se situer au niveau central pour bien solidariser les 2 pièces de jonction qu'on avait pour le cintrage. Et ensuite tous les 90 degrés. Donc je vais commencer par celle du haut, ça sera plus simple. Voilà.
Voilà. Là maintenant on a un tronçon qui est bien solidaire et qui pourra tenir sur des longueurs d'environ 2 mètres sans casser. Maintenant on fait pareil pour le troisième tronçon. J'aligne bien ma cicatrice ventrale, je positionne et je serre. Voilà, on attend environ 2 minutes de séchage. C'est sec. Maintenant, on va passer à la liaison. Et voilà, ça c'est du travail à la chaîne, hein. C'est pas du tout compliqué à faire. Il faut juste prendre un petit peu de soin et puis essayer d'aligner les choses correctement. Vous pourrez de toute façon toujours rattraper même si vous faites une erreur, parce que maintenant on va voir comment est-ce qu'on va scalper, on va dégraisser le mammouth comme j'appelle ça moi, de façon à avoir une surface pratiquement linéaire. Il y aura toujours des petits défauts, hein. J'ai pas la prétention de faire un truc parfait qui sera à mesurer sur un marbre. Ça c'est pas possible, je sais pas faire moi. Mais vous allez voir que l'état de surface il est une fois terminé vraiment très propre et on peut ne pas avoir honte des avions qu'on produit avec ça. Pour la finition d'état de surface de notre cellule, il nous faut 3 choses. Une canne à poncer avec du 400. Attention, ça frotte fort quand même, hein. Attention, ça reste du Depron. Un papier de finition intermédiaire en 200, là libre à la main, c'est-à-dire que c'est la paume de la main qui viendra prendre la forme. Et un cutter. Le cutter avec une lame bien affûtée qu'on va sortir à fond et qui va nous permettre de dégraisser le mammouth. On va essayer de localiser les endroits, vous voyez, comme celui-là, là, où on a vraiment un dévers. On va le prendre dans ce sens-là. Vous voyez, il y en a un autre, l'ombre nous permet de voir. Ici, on est plutôt en dévers dans l'autre sens. Donc on va venir attaquer la peau avec le cutter. Voilà, comme ça, de façon à ce qu'il n'y ait plus du tout de partie qui dépasse du fuselage. Là on est en négatif, là on est en positif. Voilà, j'épluche ma peau, tout simplement. Ensuite, une fois que j'ai fait ce côté-là, enfin ce sens-là, eh bien je vais faire l'autre sens. Il n'y a pas grand-chose. Là, on en a un peu plus important. Je vais essayer de le mettre comme ça parce que voilà pour le premier anneau. On va faire le deuxième anneau. Alors c'est pareil, ça c'est un petit coup de main. Une fois que vous aurez l'habitude de le faire, ça se fait tout seul, hein. C'est pas... On s'approche un peu de la sculpture en réalité. Et d'ailleurs, on verra que quand on fera les parties non développables, genre le nez de l'avion ou l'arrière de l'avion, là, votre talent de sculpteur va être un peu mis à l'épreuve parce qu'effectivement, lorsqu'on assemble les formes brutes, qui restent des formes non développables tirées de plans d'avion en papier,
ça a tendance à faire des sujets un peu carrés. En tout cas très anguleux. Et donc il va falloir jouer du cutter, jouer du papier de verre pour arriver à arrondir tout ça. Là, on voit la surface, vous voyez, on n'a plus, c'est pas encore très beau, mais on n'a plus du tout cet aspect de marche d'escalier qu'on avait tout à l'heure. C'est à partir de maintenant qu'on va travailler avec le 400 et la cale à poncer. À partir de maintenant également, il va falloir faire attention à avoir un plan de travail sur lequel il n'y a pas d'aspérité. Parce que, surtout les pistolets à colle qui sont de mauvaise qualité comme le mien, c'est du bas de gamme, ils ont tendance à faire des gouttes de colle qui restent collées sur le plan de travail, et là, en travaillant avec votre sujet sur le plan de travail, vous allez le marquer. C'est pas très agréable. Donc je vais poncer une première fois avec du gros. Vous voyez que ça a l'air... c'est assez solide hein, quand même. Hein. On peut y aller. Hein. Voilà, à la main, je vais sentir les endroits qui méritent encore d'être poncés. C'est la paume de la main qui va me dire « Oh là, c'est pas bon, là c'est bon ». Voilà, c'est quasiment parfait. Voilà. Maintenant, on va pouvoir passer le 120 ou le 200. Là, c'est du 200. Pour enlever le gros, ça va enlever, vous voyez, toute cette poussière là. C'est le gros des pluches qui ont été générées par le papier 400. Voilà. Et bien là, on a quelque chose qui s'approche de la perfection. Vous voyez, j'ai un cylindre qui est parfait, qui est doux, et que je vais pouvoir commencer à traiter. Alors, voilà le process que moi j'ai retenu pour les avions que je construis. Peut-être qu'il y a d'autres solutions, si vous avez des idées, il ne faut pas hésiter à communiquer, je ne sais pas, il y a peut-être des choix meilleurs. Moi, en tout cas, j'ai poussette, sommairement. S'il reste un peu de poussière, c'est pas grave, et vous allez voir tout à l'heure pourquoi. Et je vais ensuite passer plusieurs couches de produit. Première couche, je vais pulvériser à distance un vernis en bombe qui va avoir pour effet d'emprisonner toutes les bulles du dépron, enfin qui va avoir pour effet de faire fondre en fait légèrement en surface le matériau et qui va donc le durcir en surface. Alors il ne faut pas insister parce que vous allez voir, on va faire une expérience, si on en met trop sur une pièce, ça fait fondre le matériau. Le solvant qui se trouve à l'intérieur de la peinture en bombe fait fondre le matériau. Alors, moi j'utilise des bombes de ce type-là qui sont pas chères. Ça vaut moins de 3 € la bombe. Ça vaut le coup. Hein. C'est pas la peine de mettre un prix exorbitant dans les bombes. En plus, on va pas en consommer une quantité industrielle. Alors, on va faire un test. Voilà. Là, je viens de pulvériser mon vernis sur cette pièce de dépron. On va laisser agir un petit peu parce qu'on ne se rend pas tout de suite compte que ça va attaquer. Donc on va laisser sécher un petit peu.
Voilà, quelques minutes plus tard, on s'aperçoit que le Dépron a été complètement mangé. Donc attention au vernis ou aux peintures, le Dépron n'aime pas ça du tout lorsque c'est passé en direct dessus. Mais pulvériser à distance, ça pose pas de problème. Voilà, ça suffit. Il n'y a plus qu'à laisser sécher quelques minutes et on passe à la phase suivante. Comme c'est un avion de ligne que nous sommes en train de faire, il va bien falloir lui faire des hublots. Donc je sais que la plupart utilisent des autocollants pour faire des hublots. Moi je préfère faire des trous dans le fuselage, je trouve ça beaucoup plus réaliste et ça ne nuit en rien à la solidité, ça vous pouvez me faire confiance. Donc comment je fais? Eh bien déjà je vais caler mon tronçon ou mon fuselage entier, hein, parce que normalement on fait ça quand le fuselage est terminé, mais là c'est une démonstration. Je vais le caler de façon à ce qu'il soit fixe sur la table et ça va me permettre de trouver la génératrice dont j'ai besoin pour placer voilà, j'ai mis des pots à l'intérieur, ça il bouge plus, il est bien calé. Voilà, pour faire la génératrice, moi je vais prendre 12 cm. C'est un exemple, hein, mais on peut 12 cm d'un côté. J'essaye de vous montrer en même temps. Et 12 cm de l'autre côté. Voilà, une fois que j'ai fait mes repères, je peux enlever mon fuselage et placer un scotch qui va me servir de guidage sur ma génératrice. Voilà. Et voilà. Maintenant, je vais tracer les distances entre chaque hublot, que je connais déjà en réalité, hein. Moi, ça va être tous les 2 cm et demi, mais fonction de l'échelle de l'avion, ça peut être différent. 10, 10. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hublots. J'ai 11 hublots dans ce tronçon-là. Alors comment je vais faire pour les faire de façon symétrique? J'ai réalisé un gabarit dans une pièce aéronautique d'ailleurs, dans laquelle j'ai percé quelques trous qui sont des trous qui m'ont servi pour des avions. Ça c'est un hublot de Caravelle par exemple. Ça c'est le hublot du 747 grand modèle. Ça c'est le hublot du 340 petit modèle. Enfin petit modèle il fait 2 mètres. Ça c'est le trou rond pour faire les hublots des portes. Et on peut reproduire des cadres comme ça en fonction de ce dont on a besoin. Donc on va le faire au fer à chaud. Alors le but du jeu c'est de prendre mon masque, de venir le mettre exactement sur la hauteur du scotch et de centrer le point noir que j'ai fait tout à l'heure au milieu du hublot. Et là j'attaque mon hublot. Je vais passer au numéro 2. Numéro 3, etc. etc. C'est propre et c'est réaliste. Une fois que les trous sont faits, on enlève le scotch et avec un papier de verre léger, genre 200, on va venir enlever l'ensemble des petites bavures qui auraient pu être faites par le fer à souder. Là, notre fuselage est prêt à recevoir sa première couche de peinture. Alors cette première couche de peinture, on va s'en servir en réalité comme une couche d'après. C'est-à-dire qu'on ne traite pas les joints pour l'instant, on ne traite pas tous les tas de surface. On va peindre directement. L'objectif, ça va être d'emprisonner toutes les pluches
qui ont été produites au ponçage. On ne les voit pas comme ça. Mais une fois que la peinture sera sèche, on va s'apercevoir que notre fuselage est comme un papier de verre. Donc on va le peindre d'une couleur blanche. Moi j'utilise cette peinture là parce qu'elle est vraiment très épaisse. C'est de la crème Dulux Valentine, c'est de la peinture crème. Alors, j'en connais déjà qui vont me dire que c'est un peu lourd. C'est peut-être un peu lourd, mais enfin là pour l'instant j'ai un fuselage qui doit faire aller à peine 60 grammes. Donc je peux me permettre de rajouter quelques grammes de peinture. Puis de toute façon en séchant, elle s'allège. Donc carrément au pinceau, vous voyez. On va pas se mentir, hein. Et l'idée, regardez ce qui se passe. Je ne sais pas si on le voit bien, mais vous voyez, il y a des bulles dans le d'éperon. Le d'éperon n'est pas un matériau qui est complètement... c'est une éponge en fait. Donc l'idée c'est avec le pinceau et cette peinture, de boucher tous les trous. C'est pour ça que je vous dis que c'est un après. Parce qu'on va revenir au ponçage derrière. L'avantage de cette peinture crème, c'est que quand elle sèche, elle durcit. Elle devient vraiment... c'est presque comme un enduit en fait. Voilà, faut pas avoir peur d'en mettre. De toute façon, on va reponcer derrière. Voilà, le fuselage est terminé, enfin la peinture est faite. Il va falloir attendre une douzaine d'heures que ça sèche maintenant. Et on verra après pour le ponçage de tout ça. On va le peser. Sachant que chaque anneau faisait 24 grammes. Là, on a un poids total de 98 grammes, soit en gros 33 grammes par anneau. Ça veut dire qu'on a 9 grammes de plus. Mais il ne faut pas oublier qu'on a fait un collage intermédiaire avec des pièces intermédiaires qui pèsent lourd aussi. Donc vous voyez que la peinture, elle ne va pas influer autant que ça sur le poids. Et puis 100 grammes pour 30 cm, ça va faire un petit peu plus de 300 grammes pour un fuselage d'1 mètre. Je vous défie de construire un fuselage aussi solide à moins de 300 grammes, ou en tout cas à ce poids-là, avec une construction traditionnelle. Là vraiment on est dans des ratios, rapport solidité, poids et facilité de construction, je pense, qui sont vraiment hors normes. En plus de ça, vous voyez, on a quand même un résultat qui est sympa, qui vaut largement ce qu'on trouve dans le commerce, hein. L'autre avantage de cette solution, c'est que c'est vraiment réparable. Imaginez que vous ayez écrasé votre avion jusqu'à l'emplanture de l'aile. L'arrière du fuselage en général, il est souvent sauvegardé. Ben, en réalité, vous allez vous retrouver dans cette configuration-là. On coupe le fuselage et on va reconstruire l'avant. Nous, on va continuer à construire alors que cette partie-là est terminée. On va finir l'avant, on va le refaire comme si on avait cassé l'avion et qu'on l'avait coupé à cet endroit-là. On va reconstruire une pièce neuve à l'avant. Donc on peut reconstruire tous les tronçons de façon séquentielle aussi facilement qu'on veut, les assembler ensemble, les modifier, changer les longueurs, etc. C'est vraiment très pratique et c'est très souple comme solution. Voilà, 12 heures après, le séchage de la peinture est effectué et on constate une peau très très granuleuse et puis surtout l'apparition des joints qu'on voyait pratiquement plus quand on a peint tout à l'heure. Donc cette peau granuleuse, évidemment, on va l'enlever, mais ça nous a permis de faire ressortir, la peinture nous a permis de faire ressortir toutes les pluches qui étaient liées au ponçage primaire avant d'avoir passé le vernis. Nous allons poncer ça avec du 200. Alors tout à l'heure je me suis trompé hein, dans les papiers de verre, hein. Évidemment le plus gros étant du 100 et l'intermédiaire étant du 200. Le 400 il est réservé pour vraiment finir la peinture une fois que c'est tout sec. Voilà, vous voyez, c'est vraiment très très granuleux, hein. Pour boucher les trous des joints, ici, on va utiliser un enduit de lissage genre Polyfila. Celui-là est une entrée de gamme à 3 € le tube, mais un tube comme ça, vous faites un paquet d'avions, hein. Pourquoi cet enduit? D'abord parce que c'est pas cher, ensuite parce que c'est étudié pour travailler sur le d'éperon. Lorsque vous allez poncer l'enduit, le coefficient d'abrasage est le même que celui du d'éperon. C'est-à-dire que vous allez descendre dans la matière aussi vite à l'intérieur de l'enduit que sur le d'éperon. En revanche, si vous placez un enduit genre enduit époxy, quand vous allez poncer l'enduit, vous ferez descendre le d'éperon plus vite que l'enduit et du coup vous allez creuser finalement la matière sans poncer le joint en question. Autre avantage, là il est assez lourd parce qu'il est humide, mais lorsqu'il aura séché,
le matériau résiduel est extrêmement léger. Donc ça a plein d'avantages. Vous allez voir ce que ça donne, c'est vraiment parfait comme système. Donc là maintenant on va poncer avec notre papier de verre en 200. Alors je dis poncer, je dis pas attaquer la peinture, hein, c'est juste pour enlever les granules. En fait on va égrener la surface du matériau. Voilà, on doit sentir avec la main les endroits où ça nécessite encore un ponçage. Mais l'état de surface doit être parfaitement lisse. Voilà, c'est le cas. J'ai oublié une petite précision aussi. L'avantage du Dépron par rapport au Balsa, c'est qu'il fait une poussière lourde et qui ne colle pas partout comme la poussière de bois. On ne la respire pas. Lorsqu'on ponce le Dépron, la poussière tombe au sol et on peut la balayer. Elle n'est pas volatile comme la poussière de bois. C'est quand même assez agréable ça. Même pour l'atelier, ça génère beaucoup moins de poussière que le bois. Donc là, on est parfait. Vous voyez, il n'y a plus de grains sur la surface. Ça brille même presque, hein. On voit la lumière qui se reflète un peu dedans. Vous voyez, pour vous dire. Alors le polyfila. Pour le passer, on va fabriquer notre spatule. Évidemment, il va nous falloir des outils non agressifs. Donc pour fabriquer la spatule, un petit bout de Dépron qu'on va tailler en biseau comme ça va suffire. Ensuite, je prends mon produit et je l'applique sur le joint en couche légère comme ça. Et avec ma spatule, je vais venir enlever le résidu. Au passage, je peux boucher les petits trous qu'on avait fait tout à l'heure. Donc vous voyez que même après, une fois que l'avion est terminé, si vous faites un choc, vous remettez un coup de polyfila et puis c'est reparti, hein. Comme votre peinture elle est standard, vous remettez un petit coup de pinceau et c'est fini, on n'en parle plus. Voilà, là le joint a quasiment disparu. On va faire pareil ici. Et voilà. C'est reparti pour une période de séchage d'environ 2-3 heures, en fonction de la température et de l'hygrométrie que vous avez chez vous. En plein soleil, en un quart d'heure c'est sec, hein, parce que c'est vraiment très très fin. Une fois le séchage effectué, il va suffire de poncer tranquillement, sans forcer. Ça vient tout seul, hein. Voilà. Dernière étape très importante, avant de faire les finitions, parce que pour l'instant on est toujours sur la préparation de la surface, je vais repasser un coup de vernis définitif. C'est-à-dire que ce vernis-là va venir sur la couche de peinture et donc va pas attaquer le Dépron qui se trouve en dessous. Ça aura plein d'avantages en fait.
Voilà. On va laisser sécher tranquillement. Une fois que ce vernis sera sec, on va pouvoir dessus tracer des lignes au feutre, faire des lignes de salissure, mettre du scotch de protection pour pouvoir faire des liserés au pinceau. On pourra peindre également à la bombe. Là, on a une peinture blanche d'après pour l'instant, mais si la compagnie aérienne présente des couleurs différentes, comme EasyJet par exemple, qui a certaines parties en orange, eh ben, on va mettre du scotch de protection et on va peindre en orange. Attention toutefois, le scotch de protection, il faut prendre un scotch qui n'adhère pas trop parce que la peinture, malgré tout, risque de partir avec le scotch si vous avez un scotch qui est trop puissant. Voilà. Alors évidemment, là, on a réalisé un petit morceau prototype pour le tuto. Toutes ces finitions-là, toutes ces étapes de finition, vernis, peinture, se font sur le fuselage dans sa globalité. Et évidemment, on ne fait pas ça en cours de construction. Mais ça fait rien. On va continuer comme ça. Prochaine étape et prochain tuto, tuto numéro 3, nous allons réaliser l'avant, faire un Boeing 737. Voilà. Donc vous verrez hein, qu'on va ressortir la physionomie avant du Boeing 737. Je ne sais pas si on finira l'arrière de l'avion. Pour l'instant, l'idée c'est de vous montrer le process de construction pour aboutir à un résultat à la fois satisfaisant en termes esthétiques et puis surtout en termes budgétaires parce que c'est vraiment pas cher. Là, il y a pour 2,50 € de matériel à tout casser. Voilà. Merci de votre attention, à très bientôt et bon vol à tous.